Car nous ne disons pas, non, nous ne disons pas vraiment que ce que nous allons vous raconter est vrai, mais une histoire, laissez-la venir, laissez-la partir. C'est ainsi que de nombreux narrateurs à travers tout le continent africain débutaient leurs contes il y a des siècles de cela. Ou peut-être pas. Peut-être que ces phrases ont été formulées pour la première fois par l'auteur d'un livre pour enfants qui s'intitule A Story, et qui n'est pas si ancien que ça. Il doit avoir été publié dans les années 70, je crois. Alors, l'auteur de ce livre pour enfants est une Américaine, et elle était fascinée par des contes caribéens qui évoquaient des léopards et autres animaux qui ne sont pas présents dans cette région du globe. Non, pas du tout. Alors, en sollicitant ceux qui racontaient ces contes et légendes aux plus petits, eh bien, elle n'a pas tardé à découvrir qu'il s'agissait d'histoires qui avaient traversé l'Atlantique en même temps que les esclaves n'ayant pu emporter que ça, que ces histoires de leur continent d'origine. Mais cette phrase, qu'elle soit en fait l'invention, le fruit de l'imagination de cette auteure américaine, qu'elle soit réellement l'avant-propos par lequel des conteurs africains venus de temps immémoriaux commençaient leurs histoires, ou bien même que je l'ai mal restitué, peut-être modifié volontairement ou non, peut-être que ma mémoire me fait défaut, parce que j'ai lu ça il y a très longtemps. Cette phrase, néanmoins, nous ne disons pas que ce que nous allons dire est vrai, une histoire n'est qu'une histoire, donc laissez-la venir, laissez-la partir, résume à la perfection la vision de Games Workshop sur ce qui est canon et ce qui ne l'est pas au sein des univers de Warhammer, Warhammer Battle, Warhammer 40 000. Voilà, donc tâchez de la retenir, l'avoir dans un petit coin de la tête, parce que au final, après une assez longue vidéo, c'est plus ou moins la conclusion à laquelle j'arriverai, et on va essayer de voir comment se débrouiller avec cette phrase, cette position de Games Workshop par rapport à ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Mais bon, donc dans cette vidéo, on va d'abord définir clairement ce que signifie canon, en tout cas dans le sens qui nous intéresse. Puis, on va passer en revue les prises de position les plus influentes sur cette question-là. Ensuite, on va passer en revue les prises de position les plus légitimes. Et ce ne sont pas forcément les mêmes. Ceux qui sont le mieux placés pour parler de cette question-là ne sont pas forcément ceux qui sont le mieux placés pour être entendus sur la question de ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Donc on va passer par ça, et puis on tâchera de faire une synthèse. Je vous offrirai ma conclusion. Ça va être une vidéo assez longue parce qu'on est sur un sujet assez dense. Et je vous l'annonce tout de suite, on va naviguer à travers un océan de demi-vérités, de mensonges pleins et entiers, de faux semblants, de tromperies. Ce sera très particulier. On aura aussi accès qu'à des fragments, des pièces. Ce sera un peu lacunaire au niveau des sources vraiment officielles que l'on pourra trouver à ce sujet. Donc, même si, on va s'attendre à pas mal, on va dériver pas mal, à la fin, je tâcherai quand même, autant que faire se peut, d'essayer de dresser une forme de cartographier un petit peu cet océan de mensonges, afin que vous puissiez vous y retrouver tout de même, et éventuellement, en faisant avec ce qu'on a, essayer tout de même d'avoir une position, une vision des choses qui soit un petit peu au-dessus du niveau moyen sur la question de ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. C'est en tout cas ce qu'on va tenter de faire. Bon, on est parti pour une longue vidéo, disais-je. Nouveau format, nouvelle caméra, d'ailleurs. Ouais. C'est un test technique en même temps, j'en profite pour tester l'autofocus de la caméra, voir s'il me suit bien en toutes circonstances. Je suis toujours là, vous voyez, l'algorithme m'identifie toujours bien comme un humain. À partir de quel degré de grimace est-ce que je ne suis plus considéré comme humain par l'algorithme de la caméra et on me zappe dans le focus? C'est basé sur les yeux notamment, un seul œil suffit visiblement. Ouais, un demi-œil. Ah, je suis toujours là, il me suit. À partir de quel moment je suis plus qu'une masse informe et plus un humain? Toujours, un petit coup d'humain. Mais oui, je suis toujours là. C'est pas complètement. Ça y est, il m'a perdu. Cette main, ça ne veut rien dire, ça. Ça pourrait appartenir à n'importe qui ou n'importe quoi.
Ok, focus sur la table, on est bon. Plus un point Planet Wargame à celui qui reconnaît la figurine au centre de la table. Voilà. Hop, on est revenu dans le flou complet. C'est parfait. Bon. Vous remarquerez au passage que donc le principe de ce format, c'est d'aborder des sujets de fond autour de notre passion ou le sujet du moment dont j'ai envie de parler. Et voilà, dans le but tout simplement d'essayer de voir si on en est réduit à un vulgaire stade de consommateur aujourd'hui dans notre passion, hein, avec que des vidéos, les prix, les sorties, les machins. Non. Bon, moi je pense pas. Donc on peut aborder des sujets de fond de temps en temps, et si je l'ai beaucoup fait dans des lives par le passé, sur YouTube mais aussi sur Twitch, depuis plus d'1 an maintenant, eh bien le proposer dans des formats un peu plus courts, un peu plus digestes, voilà, un peu plus directs, comme des vidéos enregistrées, ce sera pas mal. J'aurais dû le faire il y a longtemps, à vrai dire, et je ne le fais que maintenant. Peut-être parce que je me sens investi de nouveaux pouvoirs maintenant que j'ai un fond en LED multicolore. Ah, je suis un vrai petit youtubeur maintenant, ça y est. On va voir si ce setup de kéké me permet encore d'aborder des sujets de fond ou pas. Parce que c'est possible que ce que j'ai gagné en social avec ces LED multicolores, je l'ai perdu en capacité cérébrale. Hein, parce que franchement, c'est un peu le setup de la honte. Mais bon, je teste les lumières, je teste la caméra. On est pas mal. Ouais. Oui, parfait. Bon, donc on va voir ça. Et à ceux qui pourraient se dire, ah bah dis donc, ça c'est de l'argent du Tipeee bien investi, hein, mes petites LED multicolores. Je les comprends, on est d'accord, mais je les rassure aussi. C'est parce qu'on est en train de se faire derrière un studio de tournage de rapports de bataille, notamment pour les rapports de bataille narratifs, là, avec le fond noir, tout ça, mais aussi des rapports de bataille plus conventionnels, bien que le jeu, lui, sera toujours narratif. Et on se fait un studio vraiment... moi-même, j'ai du mal à le croire, hein, ça va être assez incroyable à l'arrivée, donc... et voilà, il est en cours de création, il est bientôt terminé en fait, hein, on peut faire des rapports de bataille classiques, en tout cas, clairement, on est plus qu'équipé pour ça. Donc ça, c'est très bien. Il se trouve que les spots lumineux peuvent changer de couleur, c'est pas pour ça qu'on les a pris, mais puisqu'ils le peuvent, bon, bah, essayons ça. Donc, format assez sobre, clairement, ça va être du enregistré en une seule fois, pas de montage, parce que le but, c'est de pouvoir faire un petit peu de quantité avec ces vidéos-là, quand même. C'est bien beau de travailler peut-être en coulisses sur de futurs chefs-d'œuvre, en tout cas je l'espère, mais ça c'est très bien, mais il ne faut pas que j'oublie non plus de faire quand même un petit peu de la quantité, et c'est ce format qui devra permettre de le faire notamment. Donc, canon, pas canon, qu'est-ce que ça veut dire déjà dans un premier temps? On va définir ça, allons-y. Alors, c'est pas si évident que ça, parce que le terme de canon, soit il vous est familier directement parce que vous venez d'autres sphères d'univers de l'imaginaire, comme Star Wars, comme, je sais pas, certains jeux vidéo, Warcraft, pourquoi pas, comme Star Trek, etc., etc. Soit, sinon vous êtes un petit peu perdu d'emblée. Alors, je vous la donne très clairement, la définition de canon, même si, très franchement, c'est le terme sans doute le plus polysémique de toute la langue française. Il a un nombre de sens, mais vraiment c'est incroyable, parce que le canon, bon, bah, la pièce d'artillerie évidemment, mais par extension, bah, le canon comme sous-partie de n'importe quelle arme, à vrai dire. D'ailleurs, canon, c'est un dispositif permettant de projeter des choses de manière générale, parce que des canons à électrons, des canons à neige, également on va parler de canons. Mais ça va être aussi par extension bah, toute partie creuse de n'importe quel objet. Ça va être le canon qu'on peut se jeter gentiment hop, en levant le coude, le verre de vin, quoi. Ça peut être un idéal à atteindre, ça peut être les us, coutumes, les normes dans un milieu, un groupe humain précis, ça peut être aussi une forme de représentation du corps humain dans les arts graphiques. Ça peut, enfin, on peut le dire d'une personne, bien sûr. Il est canon, elle est canon. Ok, fort bien. Ça peut être les habitudes d'un peuple à part entière. Le thé était servi un petit peu tard selon les standards enfin les canons britanniques. Voilà, ce genre de choses. C'est un vêtement, honnêtement. Et même l'étymologie du terme canon, même s'il peut y avoir débat à ce sujet, mais en tout cas dans le sens qui va nous intéresser un peu plus, ça va être le sens plus religieux de canon.
avec les canons bibliques différents, suivant les différentes formes de christianisme, par exemple, ou judaïsme d'ailleurs. Ça va être... tout ça, c'est un petit peu plus ce qui va nous intéresser, mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un sens propre à la fiction, et sans doute plus utilisé dans les univers de l'imaginaire. La fiction, oui, mais univers de l'imaginaire, donc en vrac, fantasy, science-fiction, fantastique, tout ça. Et cette définition, je la trouve très claire, notamment côté Wikipédia. Pour le coup, je vais reprendre leur définition, parce que je n'ai pas trouvé de meilleure définition plus compréhensible directement de canon. Dans un univers de fiction, le canon est l'ensemble des faits s'étant déroulés, ainsi que tous les personnages, événements et lieux considérés comme authentiques ou officiels, dont l'existence est indiscutable, émanant de l'auteur originel. Il s'oppose aux productions non canon, souvent de la fanfiction. Voilà. Bon. Et cette définition est extrêmement claire, mais on va voir qu'appliquée telle qu'elle sur Warhammer ou Warhammer 40 000, on va se retrouver confronté à une première difficulté, c'est que c'est facile quand il y a un auteur et un auteur unique, originel de l'œuvre. Mais quand c'est collégial, quand c'est plusieurs auteurs, voire même, dans le cas de Warhammer, des dizaines d'auteurs différents, voire des centaines, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais on va essayer de s'y retrouver quand même. Voilà. Mais donc, vous avez compris, canon, c'est ce qui est officiel, c'est un terme que vous pouvez substituer, pourquoi pas, mais aussi authentique, c'est l'ensemble des événements personnages qui ont réellement existé, se sont réellement déroulés dans un univers de fiction. Okay. Donc typiquement, des cas récents, il y a une question en suspens actuellement dans la communauté des fans de Marvel, enfin plus spécifiquement le Marvel Cinematic Universe, les films Marvel. Est-ce que la série, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle est à sortir encore, mais est-ce que la série Les Aventures de Bébé Groot doit être considérée comme canon ou pas ? C'est évident que c'est le caractère un petit peu humoristique, un petit peu fanservice, on va dire, de Les Aventures de Bébé Groot. Enfin, je dis fanservice sans la dimension sexuelle du terme fanservice qui est lié au manga à la base, donc dans Les Aventures de... Enfin, j'ai pas vu Les Aventures de Bébé Groot, mais je présume qu'il y a... C'est pas du fanservice dans le sens sexuel, ça consiste à dessiner ces héroïnes dénudées dans les mangas. Non, j'en sais rien. Vous savez quoi, j'ai pas vu Bébé Groot, on va voir. Mais fanservice dans le sens... fanservice par la mignonnerie, quoi. C'est-à-dire Bébé Groot, toutes les nanas fondent pour lui, littéralement. Ça doit être la Funko Pop la plus vendue de tous les temps. Voilà, Les Aventures de Bébé Groot. Donc c'est ce caractère-là qui, peut-être pour des fans un petit peu pointus du Marvel Cinematic Universe, les pousse à l'interrogation. Ah, mais est-ce que c'est canon ou pas ? Est-ce qu'on est dans l'espèce de spin-off sympa fanservice simplement, sans prétention ? Ou est-ce que ça se raccorde et ça s'intègre naturellement vraiment à l'ensemble de l'univers Marvel Cinematic Universe ? Quand est-ce que ça vient s'insérer ? À quel moment ? Après le premier film Gardien de la Galaxie, clairement, mais avant, je sais pas, le deuxième, troisième, ou en tout cas avant Thor, Love and Thunder, ou Bébé Groot est adolescent. Bon, donc c'est cette question-là, voilà, un petit peu. Ça illustre bien la question dans Star Wars. Alors là, la question de canon, pas canon, ça a obsédé des milliers, des centaines de milliers de personnes pendant des années. Vous allez trouver des choses telles que ceci, par exemple. Et basiquement un Nutri-Score du canon, avec un code couleur, des lettres et compagnie. Donc l'œuvre purement de George Lucas, puis ensuite on a le Television Canon, qui va correspondre plus à... Alors je crois que c'est Clone Wars uniquement, puisque George Lucas a collaboré dessus, il me semble. Mais s'il y a des fans de Star Wars, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Et puis, en fait, ça forme un genre de classement, du plus canon au moins canon, voire au non canon absolument, quoi. Vous comprenez ? Bon. On n'a pas ça dans Warhammer 40 000, et on verra si c'est pertinent ou pas d'appliquer cette même logique sur cet univers-là.
Mais bon, ça donne un petit peu une idée de... Voilà, on cerne bien le sujet. Là, je pense que même si ces termes, vous n'êtes pas absolument pas familiers, on s'y retrouve sur, enfin, une définition vraiment de ce qui est le concept de canon appliqué, en tout cas dans ce domaine-là. Juste restreint à la terminologie de la fiction. Bon. Vous vous dites peut-être, ouais, mais en fait, j'ai pas envie de signer pour la traversée, ça m'intéresse pas d'arriver jusqu'à la conclusion parce que ça ressemble à un truc de geek obtus, vraiment, enfin, les plus radicaux, là, les geeko-geeks. Ça a l'air chiant. Dans Star Wars, c'est souvent présenté de manière, assez chiante ou péjorative, quoi. Voilà, c'est le fan qui en fait trop, qui en veut trop, qui est trop. Au bout d'un certain stade, voilà, c'est trop. On retrouve le sens vraiment fanatique de fan. Sauf que, attendez, minute. Alors, d'une part, investi de mes nouveaux pouvoirs de vrai youtubeur avec mes LED multicolores, je pourrais être tenté de pousser un petit peu la blague. C'est-à-dire que si discuter, essayer de statuer ensemble sur ce qui est canon et ce qui ne l'est pas, en tant qu'amateur de cet univers, en tant que joueur aussi surtout, si ça ne vous intéresse pas, mais alors je peux me réserver le droit de venir, j'irai jouer chez vous, avec mon chapitre de Space Marine Métis Eldar. C'est canon. Je pourrais aller jouer chez vous avec mon armée d'orques vieillissants à poche de kangourou ventrale, avec leurs petits bébés orques qui en émergent, bon, couteau entre les dents. J'imagine que même les jeunes orques sont assez hostiles déjà, assez, assez turbulents comme gosses. Donc je peux faire une armée de boys de 2000 points où tous ont leur ventre gonflé avec un mini-orc qui sort de leur poche ventrale de kangourou. D'orc kangourou, en somme. C'était canon, fut un temps, mais ça l'est toujours. Et c'est là que je vais venir. Ça l'est toujours. Vous voyez que on peut très vite finalement arriver à des visions et des versions d'un même univers qui s'éloignent. Si on ne statue pas un minimum, si on se met pas un minimum d'accord sur ce qui est canon et ce qui ne l'est pas, et on va voir que on n'est pas aidé par Games Workshop à ce niveau-là, mais que quelque part, à la fin, on verra que malgré tous ces faux semblants, ces mensonges, ces raisonnements grossiers, etc., c'est pour le meilleur. C'est une très bonne chose en réalité. Voilà. Bon, on y arrive. Et puis, encore une fois, si vous pensez que c'est dérisoire, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas nécessaire pour que cet univers soit apprécié ou non, mais alors là, laissez-moi vous dire que ce truc-là, cette image juste restreinte de fans de Star Trek, fans de Star Wars, un petit peu trop sérieux dans un truc qui est fait pour le plaisir, et tatillon par rapport à ce qui est canon et ce qui ne l'est pas, mais c'est une histoire beaucoup plus ancienne que ça. Si vous le restreignez à ça, alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Les frontières actuelles des pays sont définies par ce qui a pu à une époque être considéré comme canon ou pas. Des empires sont nés, suivant cette notion, d'autres sont morts. Quelque part, c'est le creuset, c'est la naissance des civilisations, en fait, à travers cette question de savoir ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Ah mais vraiment, et je déconne pas, parce que c'est littéralement, on retrouve ce terme, enfin l'étymologie en tout cas de canon, je sais pas si ça se prononçait comme ça en grec, je parle pas grec, mais là c'était déjà polysémique, ça voulait dire une canne, une tige de je sais plus quel, de roseau je crois, une tige de roseau, mais aussi une règle pour mesurer, et même la règle, on retrouvait la même polysémie déjà, qu'on a toujours en français, la règle à laquelle se conformer, la règle en vigueur ou ce genre de choses. Et ce terme-là, de canon, il va avoir été au cœur de débats houleux, de haute voltige rhétorique, déjà bien avant le Moyen-Âge, sous l'Empire romain. Ça va avoir été au cœur de conciles chrétiens qui visaient à déterminer ce qui était canon et ce qui ne l'était pas au sein du christianisme. Définir un petit peu, ou redéfinir, ou amender, ou modifier le canon biblique. Ça allait consister à débattre un petit peu théologiquement aussi de ce qui désormais faisait partie de la doctrine canon ou pas.
Et ces choses-là, mais ça a forgé des empires, vraiment. Enfin, c'était déterminant en tout cas. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'était déterminant dans le processus parce que, typiquement, le plus connu de ces conciles, alors qu'il y en a eu toute une ribambelle, une infinité, et sans doute bien d'autres dont on a perdu la trace, à n'en pas douter. Mais enfin, le plus connu de ces conciles, disais-je, il y a un parallèle avec Warhammer 40 000, c'est le concile de Nicée. Je pensais directement au concile de Nicéa, où l'Imperium statue sur la question des Psykers et leur utilisation par les légions Space Marine. Et un peu de la même manière, au IVe siècle, oui c'est ça, parce que là on est dans des 300 et des bananes, quoi, grosso modo. Ça va être sous l'empereur Constantin, cette affaire. Bon. Vous avez le concile de Nicée, où il est question de statuer sur la question de la Trinité. Vous savez, dans le christianisme, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce que c'est trois facettes d'une même entité, d'un même concept? Est-ce que les trois sont Dieu à part pleine et entière? Ou est-ce qu'il s'agit de trois concepts bien différents? Ça, c'est ce que pensaient les arianistes, on va dire. Comment s'appelait le tenant, le principal défenseur de leur doctrine? Je ne sais plus, Arias, Ariane, quelque chose comme ça. Donc, la doctrine arienne ou arianiste est dérivée de son nom, finalement. Et eux pensaient que c'était des concepts bien séparés, notamment la question du Père et du Fils, la question de Dieu et du Christ. Et ça allait avoir une incidence majeure éventuellement plus tard, parce que si, comme c'est le cas de l'Église catholique aujourd'hui, on considère que la Trinité est finalement une et indivisible, c'est trois aspects, mais de la même chose, alors le Christ est Dieu, et le Saint-Esprit aussi. Mais si on sépare ces concepts, alors le Christ est différent, séparé de Dieu. Il est né de Dieu, oui, peut-être. Il est engendré par Dieu, oui, bien sûr. Et puis, c'est un homme. C'est pas l'incarnation humaine, corporelle de Dieu. C'est un homme. Et touché par la grâce de Dieu, ou né de celui-ci, quoi qu'il en soit, d'après si on suit ce côté arianiste, et ça, derrière, quand il s'agissait de forger des alliances avec des peuples germaniques, typiquement, enfin des barbares en somme, mais en pagaille, ça allait concerner à l'époque des Vandales, des Visigoths, des Burgondes, etc. Eux, la vision arianiste du christianisme leur plaisait plutôt bien, naturellement, alors que la version nicéenne, la version trinitaire, ils avaient un peu du mal à ça les arrangeait pas, cette affaire. Ça les arrangeait pas. Ils aimaient pas ce canon-là. La vision plus arianiste les arrangeait parce que tout chef de tribu, tout chef de clan pouvait se voir comme potentiellement un jour ou rétroactivement depuis sa naissance, comme à ce même statut, un petit peu d'homme béni, élu de Dieu. Ce que ne permet pas, en fait, la version trinitaire ou la version nicéenne, parce que Jésus est Dieu directement, donc il n'y en aura pas d'autre, enfin, tu ne seras pas le prochain. Jésus, en somme, dans une version trinitaire. Par contre, dans une version arianiste, oui, c'est possible. Ouais, chaque chef de clan, chaque chef de tribu peut s'imaginer potentiellement derrière avoir un peu ce statut-là. Donc, vous voyez que ça a son importance derrière, en fait. Là, quelque part, on plonge dans une ambiance Kaamelott. Comme ça, je coche toutes les cases du bingo choufin. Je suis sûr d'avoir des pouces en l'air. J'ai évoqué tout aujourd'hui. Star Wars, Kaamelott. Bon, bref. Mais ça avait son incidence. Vraiment, ça a fait ou défait des alliances avec des peuples pour l'Empire romain. Et ça joue beaucoup. Derrière, les différences de canon, mais c'est pour une part seulement, mais ce qui va différencier les protestants des catholiques, les orthodoxes également des catholiques, ces types de chrétiens différents, on va avoir un canon, c'est même peut-être plus ancien que cette antiquité que je décrivais tout à l'heure, sous l'Empire romain, parce que il y a un canon hébraïque aussi, qui va, même si le terme n'était pas directement utilisé pour ça, c'est pas le terme canon. Donc c'est dans le christianisme qu'on trouve ce terme pour la première fois vraiment.
Mais c'est capital. Vous allez avoir un canon chrétien éthiopien. Ils vont avoir un canon particulier. C'est juste qu'on ajoute ou qu'on retranche à chaque fois des livres à l'ensemble du canon biblique. Soit pour l'Ancien Testament, soit pour le Nouveau. Mais le nombre d'évangiles apocryphes qui existent, c'est-à-dire considérés comme non canon par telle ou telle église, c'est juste, la liste est incroyable. Incroyable. Voilà. Le Nouveau Testament va contenir 4 évangiles, mais enfin, il y en a énormément considérés comme apocryphes, dont l'authenticité n'est pas établie, pour en tout cas par exemple les catholiques. Bon. Donc ça vous divise le monde en bloc, ces questions de canon, pas canon. Bon enfin, allez, digression terminée. Donc c'est important, quand même. Et je ne suis pas qu'un geek tatillon qui s'attache à des questions sans importance. On pourra peut-être un jour voir une carte de France se dessiner, se scinder en deux, entre ceux qui considèrent, par exemple, je sais pas moi, que bon, ils veulent rester sur le canon de la 3e édition, et ceux qui sont partis sur la V10. On n'en est pas là, normalement. Mais bon, à toutes fins utiles. Donc, passons en revue les positions les plus influentes sur le sujet. 3 chaînes YouTube, très grosses chaînes YouTube, qui font énormément de vues, puisque ce sont des chaînes en anglais, vont avoir pris position là-dessus. Et malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à en tirer. Mais voilà, alors je ne veux pas que ce soit pris pour une hostilité de ma part, parce que c'est pas le cas, parce que c'est il y a au moins 2 des 3 chaînes que j'aime beaucoup, normalement. Mais voilà, ils vont avoir pris position là-dessus, et pour moi, c'est la Bérésina, quoi. Alors, la première, et ça c'est assez récent, c'est le Templin Institute. C'est une chaîne de lore, Warhammer 40 000 beaucoup, mais aussi Star Wars, Star Trek, etc. Et c'est une chaîne qui produit des vidéos très qualitatives, d'habitude. Et récemment, ils ont publié une vidéo Female Space Marine and the Death of Canon. Les femmes Space Marines et la mort du canon. Et en fait, à travers juste cette question-là des Space Marines féminins, eh bien, ils vont faire le pont et enchaîner sur la mort du canon. Le problème, c'est que bon, ils se font le relais là-dedans d'une idée, on va voir, qui émane directement, pourtant, d'une personne officielle de chez Games Workshop, mais le raisonnement ne tenait pas à la base, et quand on essaie de raisonner sur la base d'un raisonnement qui ne tient pas, eh bien ça donne rien de très bon, de sorte que là, bon, c'est vrai qu'en plus la vidéo est particulièrement assez répugnante, parce que finalement ils vont sacrifier complètement la raison sur l'autel du déballage de vertus ostentatoires. Voilà. Voilà. Nous, messieurs, nous ne sommes pas machistes. Et vous, si vous ne comprenez pas cette vidéo, vous l'êtes. Donc, bon, en somme, ils vont dérouler un argumentaire comme ça, qui est une catastrophe en vérité, et qui consiste à dire les Space Marines femmes ont sans aucun doute existé durant la Grande Croisade, mais l'Imperium est un régime qui efface l'histoire, qui la remanie, qui la falsifie, et donc on n'en a pas d'écho au 41e millénaire. Ça sort d'où? Ça sort de l'imagination des personnes qui sont derrière Templin Institute. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'immondes misogynes, et je ne sais plus comment il termine, d'une façon un petit peu lyrique, mais quand même un petit peu désolante. Oui, de temps en temps, l'arbre d'une chaîne YouTube doit être alimenté par le sang des misogynes. Je sais pas comment ils en sont arrivés là. Quoi qu'il en soit, c'est le faceplant. Ils se sont vautrés des milliers de pouces en bas, visiblement, bien plus que de pouces en haut. Et par contre, là où la communauté en ressort par le haut, c'est la teneur des commentaires sarcastiques, mais pas hostiles, pas... Voilà, il n'y a pas de mal, qui va juste être à base de bon bah très bien, alors allons-y quoi. L'empereur et Horus se sont affrontés sur la Lune en chevauchant des Harley Davidson aux roues enflammées. C'est canon, je l'ai décidé, c'est canon. C'est la même teneur en fait d'argumentaire que celle de Templin Institute.
D'autres, bon, l'empereur en fait n'est pas du tout en mode carcasse décrépit, il s'est juste enfermé dans sa chambre pour jouer à Fortnite pendant 10 000 ans, mais l'Imperium efface cette histoire, c'est canon, voilà. Bah oui, c'est forcément ce sur quoi débouche leur raisonnement, mais bon, on y reviendra plus tard avec la position originelle qui peut amener à ce genre de choses, celle de l'éditeur en chef de la Black Library. Bon, ensuite on a Lutein qui va pas, lui, être un gros tartuffe comme Templin Institute. Hein. Il va pas faire un déballage ostentatoire de vertus absolument gênantes à constater, et complètement hors sujet surtout. Lui, mais il va juste, par contre, continuer à véhiculer cette erreur que, comme l'Imperium est un régime totalitaire, comme l'Imperium efface et falsifie la vérité et l'histoire, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il y ait de canon dans l'univers de Warhammer 40 000. Ce qui est encore une fois une logique complètement pétée, mais j'y viendrai. On va critiquer la source de cette logique-là, plutôt que ceux qui en font le relais. Et puis, on a et pourtant, Lutein, Templin Institute, c'est des chaînes géniales, hein. Attention, c'est ça le truc. Et on a Arbitor Ayan, qui est d'habitude pas une connerie près, mais qui va dire un truc... Enfin, il va approcher de la bonne conclusion. Et là, vraiment... ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sauf que le problème, c'est qu'il va pas au-delà. C'est-à-dire qu'il ne donne pas derrière un guide pratique qui va être en accord avec sa conclusion, qui est que soit tout est canon dans Warhammer 40 000, soit rien n'est canon. Vous pouvez dire l'un ou l'autre. Les deux marchent. Et les deux sont à peu près équivalents, finalement. Et c'est vrai. Sauf que ouais, il s'arrête un petit... En fait, j'ai envie de paraphraser Fulvord dans C'est arrivé près de chez vous. Quoi. Est-ce que tu crois qu'il l'a fait? Est-ce que tu crois qu'il l'a fait? Ah oui, il l'a fait. Mais il s'est arrêté là, c'est ça le problème. Et c'est un petit peu ça. Donc, on va voir si on peut aller... Enfin, si je peux aller plus loin de mon côté. Quoi qu'il en soit, ça c'est pour les voix qui portent le plus, c'est les prises de position ayant le plus de portée, les plus entendues, mais celles qui ont le plus de légitimité pour parler, on est d'accord qu'évidemment, ce sera des voix officielles de Games Workshop. Or, là, on commence à avoir accès à uniquement des petites sources fragmentaires, et elles ne sont pas forcément aussi directement officielles qu'on le souhaiterait. Mais on tient déjà un petit début de quelque chose si on part du principe que Games Workshop n'a jamais statué officiellement, collectivement, dans sa position en tant qu'entreprise, mais en tant qu'éditeur, notamment du jeu, n'a jamais statué là-dessus vraiment officiellement. Et il statue volontiers sur des petits détails, à travers des médias comme Warhammer Community, etc. À voir si on considère Warhammer Community comme la voix officielle de Games Workshop ou le blog de Games Workshop. C'est vrai que c'est une branche à part. On peut les voir, hein, les gars de Warhammer Community, quand on va au Warhammer Fest et tout. Bon, voilà, c'est une petite équipe avec un MacBook. Et je crois que quand ils disent, par exemple, ou à travers leur community manager sur Facebook ou ce genre de choses, quand ils vont dire « nous ne sommes pas au courant des prochaines sorties », c'est pas simplement un écran de fumée, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai pour l'essentiel. Mais bon, peu importe. Donc on a quelques paroles quand même préservées un petit peu de certaines personnes ayant travaillé chez Games Workshop à des postes importants. Et on va essayer d'en tirer ce qu'il y a à en tirer. Donc, voilà, le coupable originel, c'est lui le fautif, Marc Gascogne, éditeur en chef de la Black Library. Ouais, je retrouve pile poil la citation, elle est ici. Voilà. Tac. Éditeur en chef de la Black Library, Marc Gascogne, mais ancien. Je crois que c'était jusqu'en 2008, un truc comme ça. Oui, beaucoup de ces sources datent, vous allez voir, on est dans du 2008, 2010, 2012, parfois peut-être un peu plus récent, mais ça date. Et on est obligé de faire avec ce qu'on a, parce que depuis, c'est un petit peu le désert. Donc ces voix ne sont pas forcément celles qui sont les plus entendues, parce que si vous ne les cherchez pas précisément, et encore, c'est pas si évident de les trouver, mais vous ne tomberez jamais dessus. Alors que les vidéos en fait, de youtubeurs là, que j'ai précédemment cités, vous tombez potentiellement dessus dans vos fils de recommandation, quoi. Donc, Marc Gascogne nous dit en somme
Gardez à l'esprit que Warhammer et Warhammer 40 000 sont des mondes où les demi-vérités, les mensonges, la propagande, la politique, les légendes et les mythes existent. La vérité absolue qui est impliquée quand vous parlez de univers canonique ne sera jamais connue à cause de cela. Tout ce que nous savons au sujet de ces mondes est du point de vue de gens qui résultent bien naturellement dans des points de vue incorrects et parfois incomplets. La vérité est malléable, débattable et perdue, comme les vainqueurs écrivent l'histoire. Voilà notre ligne de conduite standard. Oui, tout est officiel. Mais rappelez-vous que nous rapportons des informations d'un temps où les histoires ne sont pas toujours vraies, ou en tout cas pas toujours 100% précises. Si ça a le logo 40K dessus, ça existe dans l'univers de Warhammer 40 000. Ou alors, c'était une légende qui peut très bien avoir eu lieu. Ou alors une rumeur qui peut ou ne pas avoir une certaine part de vérité derrière. Tournons-le d'une autre façon. Tout ce qui a un logo 40K dessus est aussi officiel que n'importe quel codex. Et au moins aussi corrompu par des rumeurs, des légendes déformées et des demi-vérités. Je pense que le vrai problème pour moi, nous dit toujours Marc Gascogne, et je ne parle pour personne d'autre, est que le sujet de la grande question, on va dire, n'a pas d'importance. Tout est aussi vrai que n'importe quoi d'autre, de même que c'est aussi faux ou déformé ou plus ou moins vrai que n'importe quoi d'autre. La réponse que vous cherchez est oui ou non, et peut-être parfois. Mais pour moi, c'est la fin de ce sujet-là. Voilà. Bon, après, il précise avec des choses qui ont moins d'importance, quoi. Si vous vous demandez des questions beaucoup plus spécifiques, par exemple, est-ce que les Black Templars peuvent cracher de l'acide comme les autres Space Marines, on peut répondre à celle-là et à plein d'autres questions. Mais souvent, la réponse sera parfois ou ça varie, ça dépend. Voilà. Donc, est-ce que tout est vrai? Oui et non. Voilà. Est-ce que parfois c'est pleinement contradictoire? Oui et non. Etc. etc. Bon. On va s'arrêter un petit peu sur cette ligne parce que elle est d'une... On va être très clair. C'est soit un point de vue idiot, c'est toujours possible, soit un point de vue hypocrite ou carrément menteur, ce qui serait bien mieux à vrai dire. Ou un mélange de tout ça, quelque chose de cet ordre-là, parce que ce raisonnement ne tient pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Je m'explique. Ça revient à utiliser le lore de Warhammer 40 000 et notamment l'Imperium, avec effectivement cette tendance à la réécriture d'histoire, à la falsification historique, etc. Ça revient à utiliser ça comme un argument dans le monde réel pour justifier de contradictions entre différents écrivains, entre différentes publications d'un jeu. Et ça n'a aucun sens. Parce que, oui, très bien, il y a certaines très petites parties de publications dans des codex ou dans des livres de règles qui vont jouer là-dessus, mais de manière vraiment visible, ostentatoire. Vous avez à la fin de certains livres de règles ou dans des codex, la mise en page va même l'indiquer en fait. Vous allez avoir une fausse lettre, par exemple en parchemin, qui semble être écrite dans une police manuscrite, qui est imprimée sur une page, et ça se met du point de vue d'un scribe impérial, du point de vue d'un commémorateur, un historiteur, ça va, ou d'un scientifique. On va avoir accès aux notes d'un scientifique impérial. Et dedans, on sait que c'est un narrateur interne, c'est un sujet de l'impérium qui parle. Et on va même parfois avoir
très clairement, par-dessus, la mise en page vraiment insiste là-dessus. On va avoir un tampon qui va cacher ou censurer une partie du texte. Censurer, je ne sais plus quel est le truc dessus en général. Sur le tampon, bref. On va avoir une autre lettre qui va se superposer par-dessus et qui va nous signifier l'arrestation de tel scientifique, tel historien pour avoir écrit ça, en fait. Donc là-dedans, on peut avoir toutes les demi-vérités, toutes les pistes, toutes les légendes qui peuvent s'être passées ou pas, que l'on veut, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand je prends un roman Black Library, la position du narrateur peut varier, effectivement. Souvent, on va avoir un narrateur omniscient. Et là, c'est complètement différent, c'est une autre histoire. Cet argument de l'Imperium ment ne tient plus. Éventuellement, Games Workshop ment, oui, pourquoi pas. Mais l'Imperium ment, ça n'a aucun sens. Je peux pas croire que les auteurs qui sont quand même, qui versent dans un domaine très littéraire, etc., soient étrangers au concept de focalisation. Ça s'appelle la focalisation, MacLeod. Tu le sens en toi ? Oui. Bon. Focalisation, moi je le dis tout de suite, hein. J'ai pas mon bac, brevet des collèges, max. Hein. Voilà. Bon. Mais cette question de focalisation, c'est un truc qu'on voit en cours de français chez nous. Alors c'est vrai que peut-être que Outre-Manche c'est différent, peut-être qu'ils n'ont pas ce cours-là, mais sinon, je sais plus, c'est en 5e, ça, ou en 4e. Ça devrait être acquis pour des écrivains en théorie. La focalisation, on appelle ça souvent aussi le point de vue du narrateur. Et le point de vue du narrateur dans le récit, dans le roman, c'est une question, c'est à la fois très simple et en même temps c'est capital. Hein. C'est soit on a un narrateur interne, donc c'est un personnage, une entité, ou quelque chose qui va vivre dans cet univers de fiction et qui est limité à son point de vue. Il est limité par son raisonnement, il connaît ce personnage, cette entité, cet animal, pourquoi pas. Le narrateur interne connaît son passé, son présent, il ne connaît pas son futur. Il a une perspective limitée sur les choses. C'est un narrateur interne, un narrateur personnage, quoi, tout simplement. Bon. Et puis, on a la narration externe. Bon, là, c'est plus une caméra qui décrit simplement l'action, mais qui n'a pas accès à l'intériorité, la psyché de chaque personnage. Elle décrit simplement l'accès. L'action, pardon. Il n'y a pas tant de romans écrits comme ça d'ailleurs, je crois. Hein. C'est vraiment rare parce que c'est assez lourd et c'est limité comme possibilité. Et puis on a le narrateur omniscient. Donc le narrateur omniscient nous décrit non seulement l'action, mais il sait tout, il peut rentrer dans l'esprit de tous les personnages et décrire leurs sentiments, etc., etc. À partir du moment où on a un narrateur omniscient, même si on admet qu'un narrateur omniscient, ça s'est déjà vu dans des récits, peut occulter une partie de la vérité, par exemple, ou la dérouler au fil du roman, à partir du moment où on a un narrateur omniscient, cet argument-là de « oui, mais vous savez, les sujets impériaux sont soumis à une censure, vous savez, l'histoire est réécrite, etc. » Oui, d'accord, quand je prends n'importe quel roman, j'ai pris encore pour vérifier là, Némésis ou l'Ascension d'Horus, là, tout ça. On a des narrateurs omniscients, externe omniscient. Donc, ce qui est décrit comme action, minute par minute, phrase par phrase, comme dialogue, ce qui est rapporté est considéré comme exact, ou est fait pour être considéré comme exact. D'accord ? Surtout si ça va de la première page à la dernière page, sans révélation, sans changement, sans coup de théâtre à base de « mais en fait, le narrateur omniscient de ce livre nous a trompés » et on l'apprend dans le roman. Parce que sinon, tout est possible. Tout est possible. Notre-Dame de Paris, ça va décrire... ça peut être une histoire de vaisseaux spatiaux, d'extraterrestres et de canons laser. Peut-être que le narrateur omniscient nous a raconté une autre histoire à la place. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait, leur truc. Donc, vraiment, se servir de l'Imperium dans cet univers de fiction pour justifier les contradictions d'auteurs entre eux, ou les retcons, ou les revisites d'une édition à l'autre du lore de Warhammer 40 000,
Ça n'a aucun sens. Marc Gascoigne, vous dites n'importe quoi. Ou même si vous le faites exprès, c'est complètement pardonné. Parce qu'on va voir que c'est une bonne chose à la fin, qu'il tienne ce genre de propos, malgré tout. Même si le raisonnement ne tient pas une seconde. C'est une bonne chose, paradoxalement. Au passage, puisque décidément ils ne sont pas à une contradiction près, en 2010, mais c'est déjà annoncé en 2009, donc peut-être que c'est 1 an après le départ de Marc Gascoigne du poste de éditeur en chef de la Black Library. La Black Library va publier une série de quelques romans, enfin c'est du impression à la demande, hein, sous le label, la marque au sein de Black Library, les tomes hérétiques. Et les tomes hérétiques, c'est quelques romans qui ne sont plus considérés comme canon. Ils sont considérés comme ne reflétant plus la vision actuelle de Warhammer 40 000. Et par conséquent, ils sont publiés uniquement sous cette forme de tomes hérétiques. Ce qui va complètement à contresens de la vision précédente, en fait. C'est comme ça. Bon bref, donc ça c'est pour les contradictions, mais on n'est pas arrivé à la dernière quand même, évidemment, il y en a d'autres, moins importantes quand même, moins importantes. Donc ça c'est la vision de Marc Gascoigne. On a Andy Hoare ici, qui lui a également son importance dans cette affaire, parce que il a occupé plein de postes, mais c'est notamment un game designer de chez Games Workshop. Mais il faut comprendre que le lore d'édition en édition du jeu et le game design, enfin, celui qui signe les codex au complet, ça va être intimement lié chez Games Workshop. Et encore une fois, hein, tous les youtubeurs, toutes les personnes, là, individuellement que je vais citer, j'ai un profond respect pour eux. Andy Hoare, il a signé des codex géniaux. Les chaînes YouTube de tout à l'heure ont fait des vidéos extraordinaires. Donc il n'y a pas de souci. Mais je respecte particulièrement surtout ceux qui ont rédigé les codex de mon enfance, tout ça. Mais intéressons-nous à ça, Andy Hoare. Voilà, donc, qui va nous dire, tout ça découle de la perception qu'il y aurait un genre de contrat liant l'auteur et le lecteur pour adhérer à une forme de construction subjective non existante d'une, entre guillemets, vraie représentation de l'univers. Il n'y a pas de contrat tel que celui-ci, et il n'y a pas de vérité objective. Alors, Andy Hoare, la seule raison pour laquelle il n'y a pas de contrat aussi explicite que tu le décris, c'est parce qu'il y a un contrat tacite en fait. Parce que c'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Si je lis Horus Heresy, je sais que c'est fait pour être lu comme un déroulé réel des événements. Si je prends, j'en sais rien, moi, le premier hérétique, ce qui est décrit, c'est un déroulé réel des événements, même si après, je suis capable d'avoir la distanciation, de dire que c'est une vision de l'auteur et pas autre chose. Forcément, ça a été écrit de main humaine, mais c'est quand même fait pour être entendu comme la vérité. Et quand il y a des choses qui sont décrites, qui sont hypothétiques ou qui relèvent de mythes, légendes, demi-vérités, comme ils aiment à le dire, c'est plutôt explicitement dit de mémoire, je crois, pour reprendre le premier hérétique, ce roman-là, de mémoire, mais ça fait des années que je l'ai lu, ça fait peut-être défaut, hein, un petit peu la mémoire. Il est évoqué à un moment donné la piste que lorsque la deuxième légion, enfin les légions perdues de Space Marine originelle, alors en tout cas lorsque la deuxième légion, elle, disparaît des traces de l'histoire, mystérieusement, même les autres Primarques ne savent pas trop, mais au même moment, la 13e légion des Ultramarines s'agrandit. Voilà. Et on a un personnage mais qui prend part au récit, qui évoque ça de mémoire, enfin, en mode, tiens, ça me paraît louche, cette histoire. Mais bon, c'est pas une vérité explicite, comme d'autres décrites dans le roman, ou ce genre de choses. Vous voyez ? Pour revenir sur ce que dit Andy Hoare, il n'y a pas de contrat liant le lecteur à l'auteur, comme quoi il s'agirait d'une forme de vérité qu'on donne à travers les romans. Mais si. Quand je lis l'Hérésie d'Horus, le contrat est tellement évident, effectivement, qu'il est tacite, mais c'est fait pour partir du principe
qu'on consent à suivre l'auteur dans son récit, et que quand il nous présente l'Interrex, une autre alliance galactique humaine alternative à l'Imperium, c'est parce que cet Interrex existe. C'est évident en fait. Sinon, si on veut faire ça, si on veut faire du «Ah oui, mais l'Imperium ment beaucoup, il y a beaucoup de demi-vérités, etc.», pour revenir un peu sur la position précédente, on fait une mise en page particulière, on fait une représentation soit sous forme d'artwork, soit sous forme de citation de personnages internes, soit le coup des lettres manuscrites là, redacted par l'Imperium, ou ce genre de choses, vous voyez. C'est pas la même intention quand même, côté auteur, quand on fait l'un ou l'autre, vraiment pas. Donc ce truc-là est pas terrible. Par contre, pour une note positive par rapport à Andy Orr, la deuxième partie de son affirmation est un peu plus sympa. Je comprends que Tolkien a mis des décennies à développer son univers avant de publier la moindre histoire en son sein. Et il y a quand même des formes d'erreur ou d'incohérence. Warhammer 40 000 est un univers, lui, en perpétuelle évolution, designé en premier lieu pour permettre d'accueillir un jeu vraiment cool. Et ainsi, les choses ne se mélangent un petit peu, quoi, ne se transmettent pas vraiment et ne se mélangent pas super bien entre elles, hein, forcément. Et parfois même, les choses sont changées directement, retconnées, quoi. Mais je sais pour lequel de ces deux univers est-ce que je préfère lire et écrire. Voilà. Donc, la dernière partie, veuillez m'excuser, est quand même intéressante. Quand même intéressante. Elle nous met sur la piste de ce qui sera vraiment ce qui pourra ressembler à une position exploitable à la fin. Ensuite, on a Aaron Dembski-Bowden. Vraiment que je m'entraîne mieux à prononcer son nom. Mais bon, Aaron Dembski-Bowden. Là, il va nous dire, par exemple, dans une interview donnée, et là que j'ai vu retranscrite sur Facebook, il va nous dire, tout à la fin, il n'y a pas de canon. Il y a des centaines de créateurs qui ajoutent tous au pot pourri de cette propriété intellectuelle. Il ajoute ici, enfin plus haut, le canon n'existe pas vraiment dans Warhammer 40 000. En tout cas, pas comme il existe dans d'autres licences. Le but même, l'essence de cet univers est d'offrir un peu de structure et ensuite de l'ouvrir à l'interprétation personnelle. Alors, le cas de Aaron Dembski-Bowden est assez intéressant parce que il va vraiment... Je pense que c'est le plus prolifique... Enfin, à ce sujet, c'est celui qui s'est le plus exprimé. Et ça nous offre des éclairages intéressants à plus d'un titre, parce que non seulement vous avez sur... ici, tout un article intéressant sur un blog, là, signé de la main de cet auteur de la Black Library, qui est... Bon, tout ça est très personnel, mais enfin, c'est vrai que c'est souvent considéré comme l'un des meilleurs auteurs de la Black Library. Plutôt à juste titre, d'après moi, mais enfin... c'est subjectif, là, l'appréciation d'un roman. Et il va avoir développé tout... Dans cet article, il confie toutes ses pensées sur le sujet. Toutes ses pensées sur le sujet. Comment est-ce que, en fin de compte, Warhammer et Warhammer 40 000 présentent les particularités d'être un loose canon, c'est-à-dire un canon permissif, un canon souple en quelque sorte. Un canon qui ferait une belle allégorie pour des publicités pour les hommes de plus de 50 ans qui recherchent un petit peu plus d'endurance, des petites pilules. Pourquoi pas, mais voilà, un canon souple, un canon mou, enfin je sais pas comment on pourrait traduire loose pour canon en français. Et voilà, c'est un petit peu l'idée. Et on y apprend plein de choses, mais plus intéressant encore, on va le voir après. Mais notamment, là, juste une petite phrase au passage. Pour lui, voilà, ce qu'un des IP managers de Games Workshop va lui avoir confié et qui ressemble pour lui à une vraie révélation, sauce mentor, il fait la comparaison avec Qui-Gon Jinn. Aaron Dembski-Bowden, cet écrivain, donc, nous dit « Je me suis trompé plusieurs fois là-dessus moi-même.
jusqu'à ce que dans une réunion avec les managers de la propriété intellectuelle de Games Workshop, une situation dans laquelle je me retrouve moi plusieurs fois par an en faisant partie de l'équipe des romanciers Horus Heresy. Quand je demandais spécifiquement au sujet du canon, il a répondu, ce manager de la propriété intellectuelle, avec quelque chose que j'essaie de prendre très à cœur. Il a répondu « Tout est vrai ». Enfin, c'est difficile à traduire ça en français. « It's all real and one of it is real ». Ok ? Tout est réel et l'une d'entre elles est réelle. Enfin, tout est réel et l'un est réel. C'est un petit peu ça que ça voudrait dire en somme. On est un petit peu dans le... Ouais, c'est pas un pour tous pour un, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est un petit peu ça, c'est... Voilà. Rien et tout. Tout est réel, mais l'un d'entre eux est réel. Voilà. Ce qui n'implique pas, du coup, que les autres soient faux pour autant. Comprenez ? En fait, voilà, c'est chacun est réel. Voilà le mot que je cherchais pour la traduction. Toutes ces histoires sont réelles et chacune est réelle. Y compris quand elles sont en contradiction. Elles sont toutes réelles, mais chacune est réelle, même quand elle contredit une autre. C'est ça un petit peu le moment Qui-Gon Jinn, a priori, qu'a ressenti Aaron Dembski-Bowden à ce sujet. Bon, et il développe à ce sujet, mais intéressant aussi, alors là, si vous voulez du drama, j'en ai un pour vous. Bon, il n'est pas de première fraîcheur, hein. On est sur du... attendez, c'est où ça ? Ouais, on est sur du 2012. Ouais. Donc c'est du drama... Ouais, bon, il a 11 ans. Mais il est encore bon, hein. Il est encore bon, je vous rassure. Le Aaron Dembski-Bowden, visiblement, il est facile à provoquer sur des forums, visiblement. Donc, il y a des échanges rhétoriques de haute voltige, là. ça y va, ça se prend le bec pas mal, parce qu'il se fait mettre en cause, basiquement, par des fans, par rapport... Enfin, surtout par un, en fait. Lui, Manchu. Mais bon, donc ça y va, ça rage dans tous les sens, ça fait de la nécromancie de sujets des années plus tard pour revenir sur la polémique, c'est génial, c'est croustillant, je vous le recommande, je vous le mettrai en lien comme tout le reste des sources. Mais ce qui va notamment nous éclairer dedans, c'est quand même la perception que, Aaron Dembski-Bowden, pour ses petites interviews successives, là, son petit article sur le blog qui décrit assez précisément ça, la politique de Games Workshop et les IP managers, etc., sur la notion de canon, pour tout ça, il va avoir été un petit peu embêté. Un petit peu... il a eu des ennuis au travail, quoi. Alors, c'est un auteur freelance, hein, et Black Library est juste son éditeur, finalement. Mais il va avoir été inquiété à ce sujet. Car dans le cadre de son travail, ça n'empêche pas de rencontrer différents postes, eux, salariés, vraiment faisant partie de l'entreprise Games Workshop. Et Games Workshop n'aime pas que l'on se prononce sur le sujet du canon, pas canon. En tout cas, que ses employés se prononcent là-dessus. Voilà, ça, que ses employés se prononcent là-dessus. Ou ses freelancers, ses sous-traitants, etc. Ses anciens, également. Ils n'aiment pas ça, ses anciens. Donc, ça nous renseigne aussi un petit peu sur le fait qu'il n'y ait pas de prise de position plus officielle que ça, pas parce que tout serait étouffé par une forme de censure, serait chapeauté par Games Workshop, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise ne veut pas qu'il y ait de position officielle de l'entreprise sur le sujet. On y reviendra. On a un dernier, je crois, des officiels à avoir pris la parole sur cette question-là, et ça va être Gavin Thorpe, beaucoup connaissent sans doute, qui a été, entre autres, lead designer chez Games Workshop, quand même. Donc c'est pas rien, parce que je pense que de tous, c'est clairement l'article le plus intéressant. Il est ici. Voilà. Jumping the Fence, sauter la barrière. Un article sur le blog de Gavin Thorpe. Donc il va avoir eu plusieurs casquettes quand même, en travaillant pour Games Workshop, et c'est vraiment l'article le plus passionnant, je vous invite vraiment à le lire. C'est passionnant, si vous pigez l'anglais. Sinon, de toute façon, fonction de traduction de Google, et puis ça vous fera un travail à peu près correct. Mais bon, cet article est fascinant à plus d'un titre, et la phrase un peu clé sur sa position pour le canon,
C'est par ici. Donc oui, il a à la fois été romancier en écrivant beaucoup de romans pour la Black Library, pour Warhammer 40 000, mais en même temps lead designer chez Games Workshop, quoi. Le jour, il allait bosser sur les codex, sur les livres de règles, ce genre de choses, sur des gammes, enfin, vraiment concevoir des factions ou des choses comme ça, ou les réinterpréter, et le soir, il allait écrire pour la Black Library. Donc, ce qui fait qu'il était l'homme auquel se référaient les autres écrivains de la Black Library, sur la base du volontariat. Il venait le consulter parce que c'était l'homme qui pouvait répondre aux questions. Est-ce que ceci est possible? Est-ce que ceci n'est pas possible? Comment on fait? Il donne un exemple. Je veux envoyer des orques sur une lune, dit l'auteur, mais puis-je le faire sachant qu'ils ne pourront pas y respirer? Comment est-ce que je contourne cette situation? Et il donne des éléments de réponse. C'était son boulot, enfin, ça faisait partie de ses attributions plutôt, pas forcément officielles, mais ça faisait partie de ses attributions, dans les faits, de dire oui, non, on le ferait plutôt comme ci, on le ferait plutôt comme ça. Et il parle là de solutions de champ de force, en l'occurrence. Donc, on est... D'accord. Excusez-moi, j'ai perdu mon petit bout de citation qui se situait vraiment sur cette question-là du canon. Oui, c'est Rési, ok. Ça doit être là. Je pense que Warhammer et Warhammer 40 000 ont un avantage unique dans le royaume des fictions sous licence, on va dire, ou du fait d'écrire dans un univers préexistant. Ils existent pour permettre la créativité personnelle. Les deux, donc Warhammer et Warhammer 40 000, sont des toiles de fond, rien de plus. Ils ont été créés pour permettre aux gens de collecter des armées de petits soldats en plastique et de combattre des batailles avec ces figurines. Ils ont été conçus avec l'idée que la créativité des joueurs et leur liberté créative soient dirigées mais pas restreintes. Dans Warhammer, vous pouvez avoir n'importe quoi comme des ogres ou des ninjas, et même des ninjas ogres. Warhammer 40 000 va claironner sur un impérium d'1 million de mondes précisément, parce que ça laisse de la place pour chacun, afin qu'ils ramènent dedans ce qu'ils aiment. Les hobbyistes peuvent créer des armées, des endroits, des mondes, des schémas de couleurs, des personnages et des histoires pour eux-mêmes. Souvent, les gens de la Black Library... les gens me demandent si les livres de la Black Library sont canons avec l'univers de Warhammer et Warhammer 40 000. La notion... Voilà, on en arrive à la partie que je cherchais. La notion de canon est erronée avec ces univers-là. Il y a certainement des faits établis. L'empereur actuellement est Karl Franz, il parle de Warhammer Battle. Les Blood Angels ont des armures rouges. Commissaire Yarick a défendu la ruche Hadès durant la Seconde Guerre d'Armageddon. Néanmoins, suggérer que quoi que ce soit d'autre n'est pas canon et n'est pas rendre service aux joueurs et aux auteurs qui participent à ces mondes. Suggérer que la Black Library et ses romans soient de moindre importance que l'univers, la toile de fond en fait, de Games Workshop, implique que chaque joueur qui a créé son unique chapitre de Space Marine ou inventé son propre compte électeur dans Warhammer Battle est quelque part dans l'erreur. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Warhammer et Warhammer 40 000 existent sous la forme de dizaines de milliers de réalités qui se superposent dans l'imagination de développeurs de jeux, d'écrivains, de lecteurs et de joueurs. Aucune de ces interprétations est fausse. C'était là la dernière des pièces à conviction qu'il nous restait à analyser, parmi celles que j'ai pu glaner, ça et là, on va dire, de positions de personnes ayant eu des postes clés chez Games Workshop ou Black Library sur la question de
qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on voit que le point de vue de Gavin Thorpe est particulièrement intéressant, sans doute parce que c'est plus un point de vue de joueur et game designer, d'écrivain accessoirement, mais plus de joueur et game designer par rapport au point de vue précédent qui a été ceux de purs romanciers ou éditeurs. Voilà. Et du coup, le point de vue de Gavin Thorpe est plus un guide à l'usage des joueurs et ceux qui aiment le lore, plutôt que une position officielle ou que sais-je de Games Workshop sur la question du canon ou trancher ce qui est vrai, ce qui est faux. Et cette espèce de guide à l'usage des joueurs, en somme, il vous dit le message suivant, il vous dit procédez par affect. La fanfiction peut avoir autant de valeur à vos yeux, voire même plus, que les publications officielles. Ce n'est pas un problème. Bon, donc ça, on sent bien le point de vue de joueur, et c'est très bon. Un point intéressant aussi, là où il rejoint Aaron Dembski-Bowden dans la suite de son article, c'est qu'ils n'ont aucun mal, l'un comme l'autre, à ignorer royalement des romans, des récits qu'ils ne trouvent pas bons. Mais vraiment, si un auteur ne leur plaît pas, ils l'ignorent royalement. Ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie de leur Warhammer 40 000. Et même pour Aaron Dembski-Bowden, en tant que pur romancier, voilà, on pourrait penser qu'il veut défendre un peu sa paroisse, mais collectivement, on va dire, au nom de tous les auteurs. Non. S'il y en a un qui a mal écrit sur un sujet donné, il va partir du principe que non, ça n'existe pas. Il l'ignore. Voilà. Et il peut réécrire par-dessus sans vergogne s'il le souhaite. Un jour. Voilà. Mais tout ça, ça nous amène à une première conclusion qui est encore renforcée si vous lisez l'article entier de Gavin Thorpe, bien qu'il s'éloigne un petit peu du sujet par la suite, de canon pas canon. C'est un article passionnant, c'est du caviar. Hein. Je vous invite vraiment à le lire et je mettrai la source, comme toutes les autres, en description de cette vidéo. La première conclusion, qui peut être dite avec l'aplomb de ces gens-là, on a vu là Mark Gascoigne, Andy War, Gavin Thorpe, Aaron Dembski-Bowden, à défaut de position officielle collective de Games Workshop à ce sujet, on a quand même ces petits fragments d'informations. Donc on peut le dire avec l'aplomb d'un semblant de quelque chose d'officiel, un début de quelque chose d'officiel avec ces auteurs. Leur position pourrait se résumer par procéder par affect. Faites le tri. Ce que vous aimez fait partie de Warhammer. Ce que vous n'aimez pas n'en fait pas partie. Même si c'est officiel. Et pour certains de ces avis, on a pu voir que même si c'est une fanfiction, ça peut faire partie de votre Warhammer. Donc, au milieu de ce chaos, l'affect, l'amour est la solution, une fois de plus, finalement, quelque part. Procédez faites un tri par affect. Vous n'aimez pas tel auteur, vous l'ignorez. Vous adorez un autre, soit. Il aura une place vraiment prépondérante au sein de votre perception de ce qu'est Warhammer 40 000. C'est ce qu'il vous recommande. En revanche, je trouve que, et là par contre ça va plus être en mon nom propre que je vais m'exprimer, là c'est plus mon avis dans toute sa subjectivité, donc vous en faites ce que vous voulez. Je trouve qu'il peut manquer un petit élément, une petite piste, si on voulait vraiment faire un guide à l'usage du passionné de lore, et notamment du passionné de jeu, surtout pour le jeu. Moi, je me permets d'ajouter cette pièce. Pour les joueurs en particulier, il se trouve que Warhammer est un jeu qui se joue à 2, minimum. Ce qui signifie que si tant est qu'on veuille ressentir un petit peu cette résonance narrative dans nos parties, si on veut vivre des émotions, avoir ces petits moments cinématographiques dans nos parties, partager ce plaisir avec au moins un autre joueur, il faut un minimum avoir un terrain d'entente commun avec celui-ci sur ce qu'est Warhammer. Ce ne sera jamais le cas à 100%. Pour chaque passionné, Warhammer est un petit peu différent, en réalité. Un peu. Parfois très différent, mais toujours au minimum un peu différent. Mais si on a une base commune, on a de quoi s'amuser. On a vraiment de quoi s'amuser. Si on a des bases trop différentes, ça va devenir compliqué. Mais il se trouve que, au-delà de la position, faites le tri par affect, suivant ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, et la position, rien n'est canon ou tout est canon, ce qui revient au même, en fait,
ça n'empêche pas d'établir une certaine cartographie au milieu de ce chaos, au milieu de cet océan de mensonges, de semi-vérité, d'hypocrisie et de flou total. On peut se permettre d'établir quand même une espèce de cartographie de ces océans tumultueux. Moi, je me permets de la faire en tout cas. C'est très simple. Si vous voulez éviter d'être complètement à côté de la plaque, de ne pas pouvoir vous comprendre entre vous, parce que vous avez des visions différentes de la chose, etc., n'oubliez jamais de recontextualiser un minimum, de prendre du recul, de vous dire, bah ça s'est passé comme ça pour tel Primark, si on en croit tel auteur. Si on en croit un autre, c'est un peu différent. N'oubliez jamais, par exemple, peut-être plus pour les joueurs encore, qu'il y a des corpus d'édition de Games Workshop qui contiennent leur lore qui va changer d'édition en édition un petit peu. Et n'oubliez jamais de vous référer à l'édition dont c'est issu pour affirmer des choses sur le lore, ce serait pas mal. Bien sûr, on ne va pas toujours le faire à cause des connaissances lacunaires. On ignore des fois que ce qu'on dit là ne fait plus partie de l'édition actuelle. Donc on oublie de le recontextualiser. Ça arrive, ça m'est sûrement arrivé. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas très grave. Ça reste une bonne chose de toujours le faire. Je vous explique un petit peu comment je vois les choses plus précisément. Avec un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Comme je fais des vidéos lore, je vais faire des vidéos lore sur Warhammer 40 000 et parfois, si c'est une vidéo sur le chaos, il y aura un commentaire ou deux à base de « Eh ben alors, il est où le Malal ? Mais t'as oublié Malal ? Il est où le 5e dieu du chaos ? Et alors, Malal, il compte pour des prunes ?» Ou ce genre de choses. Malal, dans Realm of Chaos, donc ce qui doit correspondre jusqu'à la seconde édition, je pense, c'était le 5e dieu du chaos. À ajouter à Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh. Ok. Et à partir de la 3e édition, il ne sera plus jamais mentionné. Ou en fait, il y a un roman, ou un des codex chaos d'ailleurs, qui évoque les Sons of Malice, les Space Marines du chaos entièrement dévoués à Malice, qui est plus ou moins une petite entité, un dieu mineur du chaos, qui est à peu près le même, semble-t-il, la même lore potentiellement que Malal. Bref, donc Games Workshop aurait abandonné Malal pour des histoires de copyright. Son auteur serait parti avec sous le bras et en quelque sorte, il n'aurait pas pu le faire perdurer, peut-être, oui. Ou alors ils l'ont ignoré parce que ça ne devenait plus pertinent de l'insérer au sein du jeu divin avec les 4 dieux du chaos. Ce 5e devenait de trop. Donc ils l'ont laissé de côté, oublié. Il ne fait plus partie vraiment de Warhammer 40 000 comme avant. Et en fait, on se comprend beaucoup mieux dès lors qu'on recontextualise. C'est-à-dire que celui qui va me dire bah alors, t'as succès, Vince, et Malal, et le 5e dieu du chaos, tu l'as oublié peut-être ? Alors il va dire on est sur du Warhammer 40 000 dans le lore de son édition actuelle. Faut pas l'oublier. Celui-ci, ce dieu-là du chaos, n'en fait plus partie. Mais effectivement, officiellement, il n'est pas moins canon que ceux qui existent. À la rigueur, il n'est pas ni plus ni moins canon que des fanfictions, comme on a pu le voir dans les rares prises de position un petit peu publiques que des membres de Games Workshop ont pu exprimer. Mais dès qu'on recontextualise, ça va mieux. Et alors, cette contextualisation, ça peut prendre la forme presque d'une carte. C'est très simple, où en fait on a non pas Warhammer 40 000 où tout est canon, rien n'est canon. On a Warhammer 40 000 qui existe sous différentes formes, différentes sphères d'existence. Et au sein de celle-ci, il n'y a pas de conflit canon. Il n'en existe pas. Ces différentes zones, qui ont des tailles variables, en fonction du nombre de joueurs qui y adhèrent, en fonction de leur légitimité plus ou moins grande, en fonction du nombre de personnes qui y souscrivent finalement. Donc certaines sont immenses et impliquent des millions de personnes, d'autres de ces zones impliquent une seule personne dans sa fanfiction. Eh bien, je vais vous les énumérer. C'est très simple. Vous avez Warhammer 40 000 dans son édition actuelle. Et quand je dis Warhammer 40 000, c'est uniquement Warhammer 40 000, publication Games Workshop. Le livre de base, les codex de chaque armée, les livres de campagne. Que les publications que vous pouvez acheter en Warhammer Store. Ok ? Cet ensemble-là, ça forme un corpus cohérent.
C'est développé de manière collective par les différents auteurs, avec un souci particulier de respecter une certaine canonicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit canon au sein de la 9e édition, par exemple, de Warhammer 40 000. Tout est calibré, réglé, nickel, pour que les informations s'additionnent d'un codex à l'autre sans se chevaucher, sans se contredire. Il n'y a juste pas de conflit canon dans la 9e édition, à ma connaissance, hein, par exemple. Donc, première zone, la plus grosse, la plus importante sans doute, publication Games Workshop, édition actuelle. Autre zone précédente, il y en a 8 à l'heure actuelle, c'est les publications Games Workshop des éditions passées. V8, V7, V6, etc., etc. Chacune est cohérente. En son sein, on ne trouve pas de conflit canon. Okay, et vous pouvez choisir de préférer celle-ci à l'édition actuelle. Vous pouvez choisir d'avoir une vision de Warhammer 40 000 qui est complètement ancrée dans la V2. C'est souvent le cas de joueurs d'Epic, par exemple, ou de joueurs de la V2, tout simplement. Où, les squats sont ce qu'ils sont, rien à voir avec les Kog'Maw. Les elfes, enfin les Eldar et les humains peuvent faire des bébés, oui, bien sûr, pourquoi pas. Et c'est vraiment la vision V2, et elle est sous-tendue par sa propre logique interne, elle est parfaitement cohérente, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit canon au sein de la V2. Mais il y en a entre la V2 et la V9, ça c'est sûr. Voilà, donc typiquement. Ensuite, vous avez la sphère Black Library, et particulièrement Horus Heresy. Horus Heresy, c'est collectif, chacun est co-auteur d'une série, d'une saga, et ils se réunissent très régulièrement pour statuer sur le développement de l'entièreté de la saga, et pas seulement sur l'œuvre d'un romancier individuel. Et puis, vous avez le canon propre à chaque roman individuel Warhammer 40 000 en dehors de l'hérésie d'Horus. Et enfin, le canon propre à chaque jeu vidéo. Et quand même, pour terminer, les canons des fanfictions. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je prends Warhammer 40 000 9e édition, livre de base, tous les codex, livre de campagne, il n'y a pas de conflit canon. Je prends pareil pour la 8e édition, il n'y en a pas. 7e, 6e, etc. jusqu'à Rogue Trader. Il n'y a pas de conflit canon. Okay, au sein de ces sphères, si vous voulez, étanches, fermées, on va dire. Et puis, je prends Hérésie d'Horus, il n'y en a pas. C'est fait de manière, justement, harmonieuse, volontairement pour ça. Je prends un jeu vidéo, isolément du reste, il n'y a pas de conflit canon. Il y a un conflit canon, éventuellement, par exemple, entre Space Marine, le jeu, et la 9e édition. Bon, il est léger, il n'y a pas vraiment de trucs ouvertement contradictoires, mais c'est vrai que Capitaine Titus, capitaine de la seconde compagnie des Ultramarines, ah bon, quand, à quelle date, comment, quand ça, où est Sicarius, où est même le successeur ensuite, ce genre de choses. Ah bon, un capitaine Space Marine appréhendé par un inquisiteur qui était accompagné par des Black Templars, ah ouais, quand, en quelle année? Bon, on sait pas, mais c'est pas important. Space Marine a son propre canon comme jeu vidéo. Et il est fait pour être apprécié en tant que tel. Après, libre à vous de le mélanger avec d'autres canons Games Workshop, comme le canon de la 9e édition, par exemple, pourquoi pas. Mais il est fait pour être apprécié indépendamment du reste, en fait. Voilà. Prenez morceau par morceau, bout par bout, ce qui a été fait pour être apprécié comme un tout cohérent. Et vous observerez que les conflits canons n'existent pas en réalité. Les problèmes de canonicité, vous les avez entre Rogue Trader et la V3, entre la V3 et la V9. Oui, il y a des problèmes, évidemment, c'est normal. Ça a changé, ça a évolué, ça a été amendé, retconné. Oui, les retcons existent dans Warhammer 40 000, même si les versions précédentes continuent potentiellement à exister, si vous le souhaitez, pour vous. Voilà. Oui, les conflits canons existent, mais ils n'existent pas au sein d'un univers cloisonné, donné comme telle édition de jeu. Il n'y en a pas. Et puis, aucun de ces... Ce qui est plutôt
bien dans on va dire la position officielle de Games Workshop. Le fait qu'ils refusent de vraiment statuer sur ce qui est canon, ce qui ne l'est pas, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permet de sélectionner, de choisir par affect, et les rares voix qui s'expriment publiquement à ce sujet et qui ont occupé des postes clés chez Games, eux viennent vraiment appuyer cette vision que aucun de ces différents Warhammer 40 000, dans les différentes éditions, à travers les différentes adaptations, jeux vidéo, romans, etc., ou les fanfictions, n'a plus de valeur que l'autre. C'est quand même assez génial. Voilà. On a l'approbation de la maison mère pour développer nos propres Warhammer 40 000 dans nos têtes, pour continuer à rester ancrés dans la V2 si ça nous chante. Il n'y a pas de souci. Voilà. S'ils venaient à statuer dessus sur ça c'est canon, ça ne l'est plus, c'est plus embêtant, vous voyez. C'est plus embêtant. Ils ne le font pas, c'est tant mieux, ça nous laisse toute licence en tant que joueur, mais je trouve qu'ayons quand même un petit peu la hauteur d'esprit de recontextualiser chaque chose dans son domaine, de dire, de prévenir, par exemple, quand on fait de la fanfiction, et après c'est très bien si c'est apprécié ou pas, c'est très bon, c'est excellent comme ça. Et de la même manière, si on est plus dans un état d'esprit, disons, 3e édition, on n'aime pas les développements de la V8 en termes de lore, pourquoi pas, c'est légitime, et on l'affirme en tant que tel, et on le dit, et on se retrouve là-dessus avec d'autres joueurs ou d'autres passionnés de lore, ou pas, on est en désaccord, mais voilà, en somme, la conclusion officielle, en tout cas, ce qu'on peut avoir de plus officiel là-dessus, c'est tout est canon, rien n'est canon. Faites comme vous voulez. Et moi, je me permettrais d'ajouter, en fait, si, il y a plusieurs canons, mais d'égale importance. Choisissez votre préféré. Voilà. Bon, cette vidéo était beaucoup plus longue que prévu. Je crois qu'on a fait plus que le tour de la question. Si finalement vous n'avez rien contre les vidéos longues comme ça, pourquoi ne pas venir sur Twitch, venir voir Planet Wargame en live de temps en temps, parce que j'y suis régulièrement depuis plus d'1 an maintenant. Et oui, je sais, c'est chiant Twitch, c'est pas YouTube, ah là là, mais alors c'est une autre plateforme, ça change tout. En fait, en vrai, c'est un lien sur lequel cliquer, et puis vous arrivez de l'autre côté. Donc par rapport aux lives sur YouTube, les lives Twitch, ça change rien. Sauf que c'est plus rapide. Donc, on peut plus facilement interagir avec l'audience. Je préfère largement cette plateforme pour ça, c'est vachement mieux. C'est pas l'Eldorado qu'on peut penser, loin de là, loin de là. À certains égards, YouTube sera même plus rentable. Mais ça permet de vraiment interagir avec son audience, avec un tac au tac où voilà, ça va vite au niveau des interactions. Et ça augmente la qualité simplement des discussions qu'on peut avoir dessus. C'est très simple. Sans la latence, vous savez, comme un téléphone qui capte pas, franchement c'est mieux. Donc pourquoi pas venir faire un petit tour sur Twitch, nous voir de temps en temps. Moi je vais vous laisser là-dessus. Ouais, je crois qu'on a fait plus que le tour. Allez, bonne peinture, bon jeu, et à bientôt.